Whatever they charge us, we charge them, but we're being nicer than they were. I know what the hell I'm doing. I know what I'm doing. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, just because it's going to work out. We're having a good day in the stock market, as you can see, an all-time record day. This is Charles Schwab. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. Thanks to your fantastic leadership. We're getting the respect we deserve now. I want to thank you for standing up. We've all become family. What you're doing now, I think, is a great service to our country, but ultimately to the world. There'll be a transition cost and transition problems, but in the end, it's going to be a beautiful thing. Quelques extraits qui résument bien la semaine où, après avoir imposé des tarifs réciproques à 185 pays, Donald Trump annonce une pause de 90 jours, turbulence sur les marchés financiers, pour ne pas dire des montagnes russes. Alors, c'est une volte-face qui soulève bien des questions. Pourquoi? Comment? Est-ce une défaite pour lui, même s'il dit que tout va bien? Est-ce une capitulation? Alors, je retrouve Piotr Smolar, correspondant pour le journal Le Monde. Bonsoir, Piotr. Bonsoir. Alors, tout va bien, dit le président. Vous, aujourd'hui, vous écrivez « Naviguant à vue, la Maison-Blanche change de récit pour éviter les récifs ». Est-ce que tout va bien? Et c'est-il ce qu'il fait, comme il le dit? Je dois dire que j'ai adoré votre montage que vous venez de diffuser parce que ça résume parfaitement cette semaine dingue qu'on a connue. Ouais. Et c'est vrai que quand on entend un président dire je sais parfaitement ce que je fais, généralement c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de dire normalement comme président qu'on sait ce qu'on fait. J'ai trouvé rien que la formule était assez terrifiante. Et l'autre séquence qui m'a vraiment marqué, c'était ce conseil, cette réunion de cabinet complètement télévisée devant les journalistes, et qui avait vraiment des allures, et je le dis sans sarcasme, qui avait des allures nord-coréennes. C'est-à-dire que tous les ministres, un par un, se sont littéralement prosternés devant le président des États-Unis en rendant hommage à sa grandeur, à sa lucidité, à son courage. Et je pense, au-delà de cette remarque, je pense que ça donne une image absolument catastrophique de l'état de la démocratie américaine. Ouais, c'est-à-dire que quand on en vient, au nom d'une fausse transparence, à afficher une espèce de concordance de vues, sans aucun différent, sans aucun débat, c'est assez catastrophique. Et je pense que ça pose, dans ce moment de crise majeure et mondiale, ça pose de vraies questions sur la capacité du président à s'entourer de gens qui ne pensent pas forcément comme lui et qui ne vont pas forcément dans son sens. Et c'est clair que cette semaine, c'est une débâcle pour lui, que c'était un plan qui n'était pas préparé, pas clairement mûri et préparé, qu'ils avancent un peu comme des taupes, c'est-à-dire sans voir loin devant eux. Et il y a vraiment de quoi s'inquiéter, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les autres pays qui, évidemment, subiront les conséquences de ça. Parce que ça a une influence sur le commerce international, les relations internationales et tout ça. Vous utilisez le qualificatif nord-coréenne. Donc, on en a ici des exemples de dérives autoritaires dans la gestion de ce pays-là. Bon, quand on voit Musk faire l'éloge de ce qui se fait, alors qu'il n'a cessé d'attaquer Peter Navarro, qu'on n'a pas vu là, depuis une journée ou deux, là, le conseiller en tarif de Donald Trump. Cela dit, donc le leadership, lui, il voit ça comme une grande victoire, mais au fond, ce que les gens voient, c'est un leader qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Et je citerai à nouveau, je l'ai fait plus tôt cette semaine, notre collègue américaine Rachel Maddow. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Alors... Oui, tout à fait. Et il y a une tendance qui est très classique chez Donald Trump et dans son entourage, c'est de systématiquement rejeter la faute sur tout le monde et de ne pas assumer les responsabilités. C'est la faute des journalistes qui n'ont pas bien lu son livre The Art of the Deal. C'est ce que la porte-parole de la Maison-Blanche nous a dit. C'est la faute des marchés qui sont beaucoup trop fébriles et du parti des panicologues, comme l'a écrit Donald Trump, qui sont trop impatients, trop heureux, trop craintifs, qui ne comprennent pas son grand dessein. Donc c'est la faute des Chinois et des autres pays du monde qui ne cherchent depuis des dizaines d'années qu'à exploiter la vulnérabilité américaine. Bref, c'est la faute de tout le monde, sauf de Donald Trump. Or, ce qui est en train de se passer, ce bouleversement, c'est uniquement de son fait. Il a hérité de la part de l'administration Biden d'une économie qui était globalement saine, malgré un endettement considérable. Les bases étaient saines, les bases étaient bonnes, la croissance était bonne, l'inflation avait été remise à un niveau tout à fait acceptable. Et donc, par conséquent, il n'avait aucun besoin de bousculer de façon
aussi tempétueuse, aussi inconsidérée ces fondamentaux-là. C'est pourtant ce qu'il a fait et vraiment on peut s'inquiéter pour les conséquences. Oui, déjà, on peut commencer à s'inquiéter parce que ça transparaît dans un indice de confiance à la consommation. Je pense qu'on a le tableau, on appelle ça l'indice Michigan, dont la confiance des consommateurs baisse là, à vitesse Oui. grand V. Oui. C'est pas un indice parfait, mais c'est un indice très intéressant sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on demande aux Américains, aux consommateurs américains, en quelque sorte, comment ils voient leur proche avenir. Est-ce que, en gros, ça leur donne envie aussi d'acheter, de voyager, de consommer, de se projeter. Et on voit bien que l'indice est à un niveau catastrophique, c'est-à-dire qu'on revient au niveau à peu près de juin 2022, lorsque l'inflation était ultra élevée aux États-Unis. Et ça peut paraître paradoxal parce que le dernier chiffre de l'inflation qui a été publié est plutôt bon pour le mois de mars, c'est 2,4%, c'est correct. D'ailleurs, Donald Trump s'en enorgueillit, s'en félicite. Mais cet indice montre surtout que les gens sont absolument secoués et très perplexes devant ce que l'administration Trump est en train de faire. Ils n'ont pas confiance dans cette grande entreprise de reconfiguration du commerce international. Ils pensent que ça va mal tourner pour eux. Le Washington Post, par exemple, a fait une étude aussi très intéressante auprès des ouvriers, interrogeant 500 ouvriers sur leurs perspectives. Et là aussi, on voit qu'il y a un très grand pessimisme. Alors que l'administration Trump, dans ses éléments de langage, prétend défendre Main Street contre Wall Street, c'est-à-dire l'homme de la rue, l'ouvrier, le travailleur contre le grand capital. En fait, on voit que l'ouvrier, l'homme de la rue, n'a pas confiance dans cette grande entreprise qui est en train de se stabiliser. Ouais. Est-ce qu'il a encore le support des partisans de MAGA? Il y a des gens qui aiment nier la réalité parce qu'il leur dit que ça va bien aller. Il y a une transition difficile, mais ça va bien aller, rassurez-vous. Mais c'est les pertes d'emploi, la hausse des prix et tout. Est-ce que ses partisans sont toujours... Sa base est toujours derrière lui ou il y a des fissures? Je pense que oui, mais on n'a pas de diagnostic de thermostat scientifique pour le mesurer. Mais je pense qu'il y a toujours ces 30% environ de l'électorat qui sont absolument fidèles à Donald Trump et qui acceptent cette idée qu'il faut lui faire confiance. Qu'il faut lui faire confiance, qu'il sait ce qu'il fait, que c'est un entrepreneur à succès, que c'est le symbole de la réussite américaine et que par conséquent, il va conduire le pays vers des horizons rayonnant. Ouais. Et donc, je pense que la base lui est encore fidèle. Mais on voit bien dans les sondages que la crédibilité de Donald Trump est en train de s'éroder de façon très accélérée, en particulier, et ça les agrégats le montrent très bien, en particulier depuis 2 semaines. Ouais. Il y a une accélération spectaculaire de cette érosion et je ne sais pas où on en sera dans 2 semaines si jamais des accords avec des pays étrangers ne sont pas rapidement conclus et si cette administration-là ne parvient pas un tout petit peu à restaurer la confiance qui s'est évaporée. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec supposément 75 pays qui sont prêts à négocier. Là, on l'a entendu dans sa grossièreté lors de son discours mercredi soir. Parlons quand même d'une promesse qu'il a déjà trahie, celle de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Son émissaire, Witkoff, promoteur immobilier de profession, a rencontré Poutine aujourd'hui. Je pense qu'on a des images. Et Donald Trump a réclamé aujourd'hui que Moscou bouge. Et on a les images. Et M. Peskov également a répondu. Alors, on va l'écouter. Доводятся позиции друг для друга. Вот. Поэтому это такая скрупулезная работа. Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины. Alors, on lit justement ce que M. Trump a écrit. La Russie doit s'activer. Trop de gens meurent, des milliers par semaine dans une guerre terrible et insensée. M. Peskov, Piotr nous dit qu'on ne peut pas avoir des attentes démesurées. Là. Ça va être progressif, ça va être long. Là. Ça n'annonce rien de bon, en fait. Non, mais la Russie est en train de jouer la montre. Et Donald Trump est en train de s'en apercevoir qu'il est un peu tourné en bourrique. Et malgré cela, il continue à donner les clés de cette négociation à son ami Steve Witkoff. Son ami dans l'immobilier, son ami partenaire de golf, et son ami qui est absolument dénué de toute compétence sur des dossiers aussi complexes que la guerre en Ukraine, ou bien la question du nucléaire iranien, puisque c'est aussi lui qui est chargé de se déployer sur ce sujet. Donc il a face à lui des négociateurs absolument madrés et redoutables, que ça soit Vladimir Poutine, son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, ou bien la délégation iranienne qui sera demain à Oman.
Et malgré ça, c'est lui qui est envoyé, qui représente l'Amérique. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de vertigineux. Ce n'est pas le cumul des dossiers qui pose problème, parce que vous vous souvenez que sous l'administration Biden, c'était Bill Burns, le patron de la CIA, qui était aussi sur tous les dossiers chauds. Mais Bill Burns, c'était 40 années d'expérience de connaissance des dossiers. Or, Steve Witkoff débarque et il arrive avec son air un peu bonhomme et naïf, et il découvre tout. Et donc, c'est l'école de la vie diplomatique en accéléré à laquelle il est soumise. Et ce n'est pas bon pour les intérêts américains, ce n'est pas bon non plus pour l'Ukraine. Et on se demande si un seul de ces dossiers va vraiment parvenir à conclusion. On a parlé des dérives autoritaires. On pourrait parler de ce migrant salvatorien qui a été expulsé par erreur, même ce militant de l'Université Columbia dont on dit qu'il peut être expulsé parce qu'il manifestait pour la Palestine. On l'a associé au Hamas, c'est un résident permanent. Mais je vais vous amener, pour montrer l'ampleur du personnage, on va écouter l'extrait de Donald Trump qui, malgré tout ce qui se passe dans le monde, signe un décret pour le débit de l'eau dans les douches. On écoute. On rit, mais c'est pas... I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair. And I have to stand under the shower for 15 minutes till it gets wet. It comes out drip, drip, drip. We're going to open it up so that people can live, and we're going to hopefully have Congress approve it. Et vos collègues de Libération avaient une aujourd'hui qui mettait en vedette justement les cheveux. On va voir la une, là, les cheveux au vent. C'est pas une création de l'intelligence artificielle. Réaction, Piotr? Mais écoutez, d'abord, je ne suis pas surpris parce que j'ai entendu Donald Trump en meeting faire ce sketch de la douche déjà à plusieurs reprises. Ouais. Par ailleurs, on connaît son obsession des questions d'hygiène. C'est quelqu'un qui fait beaucoup à se laver les mains, à son hygiène depuis toujours. Ce qui est vraiment dans cette affaire particulièrement choquant, c'est le timing. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un moment de vertige économique complet où tout le commerce international est en suspens. Et Donald Trump pense que c'est une priorité de s'occuper du début de la douche. Il s'occupe aussi de redécorer le foyer pas loin du bureau ovale. On va voir le tableau qui a été installé, tiré sans doute d'une photo de ce 13 juillet à la Butler de l'attentat. Il a enlevé, je crois, le tableau d'Obama ou un autre tableau. Il a déplacé, comme il a déplacé M. Bush. Comment interpréter ça? Mais moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est que l'auteur de la photo, c'est un journaliste photographe de l'agence Associated Press qui est aujourd'hui banni du bureau ovale, qui ne peut pas y aller. Et c'est surtout ça qui m'interpelle, ce paradoxe où Donald Trump, pour sa propre gloire, recycle tout, y compris du travail journalistique, comme c'est le cas ici, à l'origine, puisque cette image avait été saisie par un journaliste d'AP. Et la Maison-Blanche refuse toujours l'accès à l'agence AP pour certains événements et pour suivre le président dans ses déplacements. J'espère que le journaliste va réclamer ses droits. Oui, mais il y a une décision de justice qui a été rendue ces derniers jours qui demandait à la Maison-Blanche justement de rétablir cet accès-là, mais pour l'instant, on ne sait pas si la Maison-Blanche se pliera aux décisions de justice, et c'est d'ailleurs un enjeu qui dépasse largement la question de l'agence AP, qui concerne aussi toutes les questions migratoires. Bien évidemment. Merci beaucoup, Piotr. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.